Alors bonjour à tous, ici Diane Gagnon, vous êtes apporteur d'espoir sur Radio Clé de Vie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et on a une invitée de marque que je suis très heureuse de recevoir après un rendez-vous, un premier rendez-vous manqué, voici enfin le vrai rendez-vous. Armelle Six, bonjour. Bonjour Diane. Tu vas bien? Oui, très bien. Bienvenue au Québec. Oui, merci beaucoup. Je pense que tu es souvent ici, oui, au Québec. Oui, j'adore ça, ouais, vraiment. C'est un peu ma deuxième patrie. Ben oui, j'ai entendu ça. Alors pour vous la présenter un peu, elle est auteure, conférencière, enseignante de vie, accompagnatrice de changement. Tu as un parcours assez exceptionnel. Pour les gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. D'abord, tu es d'origine belge, je crois. Oui. De quelle ville es-tu? Dinan, une petite ville touristique, plutôt dans le sud. OK. Et puis mes parents habitaient à la campagne, donc je suis plutôt de la campagne, je jouais à la ferme, ouais, donc une enfance plutôt dans la nature. Ouais. Et puis, ce qui t'a amené à ce parcours-là, parce que toi, tu avais étudié, tu faisais quoi déjà avant tous ces gros changements-là? En fait, moi, j'ai fait assistante de direction. Et puis, j'ai jamais travaillé comme ça. J'ai un parcours assez spécial, en fait, parce que j'avais commencé par faire le droit. C'était ce que je voulais faire pendant quasi toutes mes études. J'ai toujours voulu faire le droit, je voulais être avocate, enfin voilà. Je pense que c'était en partie le rêve de mon père. Ah oui. Mais je pense qu'il y avait une partie de moi aussi dedans. Et juste à la fin de mon secondaire, avant de partir à l'université, en fait, je suis tombée vraiment en amour avec le papa de mon fils, en fait. Et on se connaissait depuis qu'on avait 6-7 ans. Ah oui. Et puis voilà, on a vécu une grande histoire et en fait, j'avais plus du tout envie de partir à l'université. J'avais envie de faire quelque chose de plus court pour pouvoir vivre avec lui plus vite. Parce que je crois qu'à la maison, c'était pas toujours facile à vivre et puis j'avais envie de vivre ma vie, en fait. Ouais. Et donc, j'ai commencé le droit parce que mes parents ont trouvé un truc. Ils ont dit, si tu veux ton indépendance et avoir ta chambre d'étudiant et puis partir de la maison, tu fais le droit. Si tu fais pas le droit, alors tu reviens tous les jours à la maison. Et puis moi, c'était comme, ah non, là, je rêve de cette indépendance depuis tellement longtemps, c'est comme, je la veux. Donc du coup, j'ai fait le droit. Et puis en cours d'année, moi, il n'y avait qu'une chose qui m'intéressait, c'était l'amour que je vivais, c'était justement magnifique. Et du coup, j'ai arrêté. Et j'ai commencé à travailler. À l'époque, c'était comme hôtesse d'accueil dans les foires et les salons. Et puis après, j'ai repris mes études. Et puis voilà, et puis finalement, je les ai terminées en cours du soir. Et alors, j'ai travaillé d'abord au commissariat général de la police. Quel parcours! Oui, vraiment. Moi, la vie a été... En fait, pour moi, je crois que ce qui est vraiment, j'ai envie de dire, ma marque de fabrique, c'est que mon école, ça a été la vie. Et que j'apprends par l'expérience, beaucoup plus que par les livres. Ça, j'apprends aussi. Je veux dire, j'ai toujours eu d'excellentes capacités à l'école et j'ai jamais dû étudier pour apprendre quoi que ce soit. C'était toujours les deux doigts dans le nez, comme on dit chez nous. Tout a toujours été très simple et j'ai toujours réussi... Enfin voilà, j'étais comme ça, je m'ennuyais tellement aussi à l'école. Mais c'est comme si mon parcours, ça a été plus comment la vie m'a forgée en fait, et comment les détours de la vie m'ont forgée, m'ont défait aussi, m'ont déconstruite, pour que je puisse me reconstruire. Et puis pour moi, ça a été tout un parcours de trouver vraiment qui je suis. Et puis aujourd'hui encore, ça continue de s'affiner, de se dire ok, je suis là, et je fais ça, et j'aime ça, mais il y a encore plus à moi. Puis moi, j'ai vraiment je sais pas comment dire, mais cet appel profond de, moi, j'ai besoin de savoir ce que je suis au cœur de moi-même. C'est vraiment, je pense que c'est la chose qui m'habite le plus dans la vie. Une pulsion très forte à te découvrir. Ouais. Et pas que qui je suis dans mon essence. Pour moi, c'est aussi, et dans mon humanité. Puis tu sais, il y a eu tout un parcours, on va en parler certainement, tout un parcours de cette reconnexion avec moi, avec ce qu'on est de plus essentiel dans la vie, et puis un changement de vie radical. Mais ces dernières années, c'est tous les affinements en fait de ça, ok. Et puis moi en tant qu'humaine, parce que je trouve qu'il y a l'autre côté. Puis l'autre côté, c'est comment je suis en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant que femme aussi. Et puis qu'est-ce qui m'habite là. Et pour moi, voilà, ça fait aussi partie de tout mon chemin. Tu as une vie riche de sens, là. Je vais te demander de raconter un peu. Tu as un courage extraordinaire
d'abord de traverser certaines épreuves qu'on pourrait qualifier d'insurmontables, mais aussi de faire des changements de vie, puis d'avoir le courage, parce que c'est difficile d'aller à la rencontre de soi pour la majorité des gens. Puis toi, tu as fait beaucoup de changements, on appelle ça des virages à 90 degrés au moins, là. Au moins. Et puis tu es allé avec cette conviction profonde-là de savoir que c'était ce que tu avais à faire. Alors, pour revenir à ton histoire, tu es allé vivre avec ton amoureux. Vous avez eu un fils qui s'appelle Gauthier. Oui, c'est ça. Et puis, malheureusement, quand il a eu 13 mois, il est tombé malade, en fait. Et les médecins disent qu'il a fait une méningite fulgurante. oh là là, On n'en a pas la preuve parce qu'ils ont fait une autopsie, ils n'ont jamais trouvé ce qu'il avait, en fait. Donc, ils ont déduit, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, ça doit être ça. Moi, ma petite voix, ces dernières années, m'a soufflé que c'était certainement les vaccins que je lui avais fait 10 jours avant. Mais j'ai pas de preuves, donc voilà. Mais je fais confiance à ma petite voix que pour savoir qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et en fait, ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'un ami médecin m'a expliqué, parce que 3 ans plus tard, je vivais toujours une culpabilité assez intense à des moments. Et il a été faire ressortir son dossier, puis il m'a dit on va regarder point après point, puis je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et il me disait en fait ces organes se sont arrêtés un après un. Et on n'a aucune idée pourquoi on ne comprend pas en fait. C'était tellement intense. c'était fulgurant, c'était 5 jours, hein, ouais. c'est ça. Et il me disait tu serais allé 12 heures plus tôt à l'hôpital, on n'aurait rien pu faire parce qu'on ne savait pas ce qui s'est passé, ils ne savent toujours pas ce qui s'est passé en fait. Donc, donc pour moi cette fulgurance, ça montre aussi quelque chose qui était intenable pour son système. Donc voilà, et puis c'est clair, ça a complètement bouleversé ma vie, on l'imagine très bien. Ça a juste tout changé, ça a remis toutes mes certitudes en question, ça m'a détruite quelque part, détruite et construite en même temps, parce que ça m'a défaite en tout cas. Je savais plus que la vie n'avait plus aucun sens, le temps s'est arrêté, il n'y avait plus de futur, tout mon imaginaire, tout ce que je croyais être, tout ce que je croyais que ma vie allait être, tous nos projets, pour moi il y a tout qui s'est arrêté avec lui. Et puis ce que je dis souvent aussi, et puis celle que j'étais aussi, elle s'est arrêtée avec lui parce que celle que j'étais en relation avec lui, avec qui il était, elle n'a plus jamais vécu après, quelque part. Et donc je suis sortie de l'hôpital sans savoir, vraiment dans cette j'ai plus envie de le dire comme ça parce qu'il n'y a pas de mots en fait pour le dire, mais il y avait plus qu'un grand silence quand il est mort dans mes bras, puisqu'on a dû en plus prendre la décision d'arrêter les machines, comme on dit. Ce qui était horrible. Ils l'ont déposé dans mes bras et puis ils ont attendu qu'on soit prêt, et puis voilà, ils nous ont dit il va devenir lourd et son corps va peser lourd dès il va arrêter de respirer. Mais il y avait même plus un cri en fait, il n'y avait même pas un cri d'horreur, c'était comme si j'étais morte au même moment que lui, et puis j'avais plus rien à dire, c'était juste le grand silence. Et puis je suis tombée dans les pommes, et puis je voyais bien que tout mon système ne savait pas comment il allait faire pour survivre à ça. Et puis la vie reprend. Et ton conjoint, il vivait ça comment, lui, à l'époque? C'était assez pareil en fait. Lui, il parlait pas du tout. Lui, il voulait rencontrer personne qui avait vécu la même chose. Moi, j'avais envie parce que j'avais envie de comprendre en fait, je crois. Et puis comme on n'était pas du tout au même endroit, je sais pas, à l'époque, j'ai pas pensé je vais le faire toute seule, tant pis s'il le fait pas. J'ai juste pas fait puisque ça ne l'intéressait pas, puis je crois que j'avais envie qu'on avance tous les deux. Et puis en fait, dans les semaines qui ont suivi, je voyais bien qu'on n'allait pas au même endroit dans nos vies. Lui, il se laissait vraiment aller dans l'horreur que c'était. Et moi, en fait, dans ce que je vivais, je voyais qu'il y avait une force qui venait, il y avait quelque chose qui me portait. Tu sentais déjà ça? Oui, je sentais les deux mouvements, en fait. Je sentais que je m'abandonnais vraiment à la souffrance, c'est-à-dire que je pouvais pleurer pendant des heures, je pouvais hurler tellement c'était épouvantable, et que je savais pas comment j'allais faire pour continuer avec tout ça. Et que je voyais bien, je cherchais quelque chose, je ne savais pas comment faire pour vivre avec cette douleur en moi, en fait, c'était tellement horrible. Et puis en même temps, je voyais aussi qu'il y a quelque chose qui continuait, la vie se passait, quoi. Et moi, ce que j'avais eu envie, c'était qu'on vive avec nos meilleurs amis. Ils avaient un petit garçon qui avait 9 mois de plus que Gauthier. Et en fait, ils jouaient tout le temps ensemble, et puis on était très très proches. Et moi, je ne pouvais pas imaginer retourner dans notre appartement, continuer la vie, mais sans lui. C'était juste pas possible pour moi.
Et donc, on était allé un soir chez eux, puis on avait beaucoup parlé très tard, et puis ils nous avaient dit restez à la maison, et vous repartirez demain. Puis moi, j'avais tellement aimé ça, et en fait, je leur avais demandé, je dis, est-ce qu'on peut rester quelques jours chez vous? Je me sens tellement bien là. Puis tu sais, c'était 3 jours, puis c'était 6 jours, puis ils nous avaient dit, si vous voulez rester pendant un temps, et puis on était carrément repartis chercher nos sacs à la maison, puis on s'était installés chez eux, et on se disait, on va rester là pendant un bout de temps. Et moi, je sentais que ça me nourrissait, en fait. Ça me nourrissait de sentir cette présence du petit, de sentir la vie. Et en fait, je crois que pour moi, ça a été énormément soutenant de sentir cette vie, en fait, qui continuait à travers le petit, à travers nos amis. Je me sentais très mal avec mes parents, ma famille ou d'autres gens. Pourquoi? J'ai l'impression qu'ils essayaient de m'aider à faire le deuil et de m'accompagner, et que moi je me trouvais pas là, en fait. Moi je voulais vivre. Ouais. Et je ne dis pas qu'il y a une bonne façon de faire les choses, mais en tout cas c'était la mienne. Et ce que j'ai vu plus tard, c'est que cet événement de la mort de mon fils, c'était vraiment un moment extrême de ne pas m'écouter. Et que ce qui s'est mis en place dans ma vie, c'était aussi, il y a ma petite voix intérieure dans les semaines qui ont suivi qui a commencé à se faire de plus en plus forte. Donc au fur et à mesure qu'on cheminait ensemble, mon compagnon et moi je sentais aussi que moi je partais dans une autre direction. Moi j'avais envie de retourner travailler, j'avais envie de voir mes amis tout le temps, j'avais envie... Et lui il avait envie de voir personne. Ouais. Lui il avait envie de voir personne, il n'avait pas envie de travailler. Et donc on était à 2 endroits, et comme on voyait personne, on ne s'accompagnait pas, c'était pas évident en fait de traverser ça. Puis moi, j'ai une amie qui m'a parlé d'une psychologue, d'une thérapeute, puis je dis ok, je vais y aller. Et donc en fait, j'ai été guidée dans une voie, en effet, de vivre, alors que lui, il se laissait vraiment aller. Et on se rencontrait de moins en moins. Et je sentais que cette petite voix, elle me disait de plus en plus, il y a une autre vie pour toi. Enfin voilà, ta vie, ça a été ça et ça a été génial, mais il y a une autre vie pour toi que tu connais pas encore. Puis après, il y a une autre femme, il y a une femme en toi qui sommeille, qui ne demande qu'à émerger. Oui, puis ça, c'est un cri fort chez toi, de laisser émerger cette femme-là qui t'habite. Ouais. Est-ce que dans les jours qui ont suivi le décès de Gauthier, tu sentais sa présence? Avais-tu l'impression, oui? Je lui parlais beaucoup, en fait. Puis... Mais j'étais pas du tout éveillée à tout ce que je vis aujourd'hui, donc je le vivais pas en conscience en fait. Mais c'est en regardant après, je fais ah ouais, je voyais que ça c'était là. Et puis en fait, je lui ai parlé depuis le début, parce que c'était tellement intenable ce que je vivais que j'avais besoin de son soutien, j'avais besoin de lui parler comme s'il était toujours là. Et puisque ça a été hyper soutenant pour moi, parce que en fait je voyais que la relation physique qui pouvait plus être là, le fait de le toucher, de le prendre dans mes bras, le manque était tellement fort et terrible que de garder ce contact, c'était comme si ça me montrait que au-delà de la mort, il y a encore la vie. C'est-à-dire qu'il continuait à vivre ailleurs. Donc la relation qui était extérieure avant était devenue intérieure. C'est-à-dire que je pouvais encore vivre avec lui, mais intérieurement. Je pouvais lui parler, j'entendais les réponses. Et pour moi, ça m'a aussi ouvert à quelque chose d'autre, en fait. Plus tard, j'ai compris, c'est comme s'il me montrait qu'il y a un espace où la mort n'existait pas. Ouais. C'est comme s'il me montrait qu'au-delà de la vie continue, différemment, mais il y a quelque chose qui continue, la communication ne se brise pas. Et puis, plus tard encore, je voyais que tout ce cheminement, avec mon ouverture à moi qui se faisait, tout ce que je voyais, je me dis, ouais, finalement, en fait, il me montrait que la communication, elle est ininterrompue. Et dans mon cœur, il vit toujours. Quand je pense à lui, son amour et mon amour pour lui, il est toujours là. Et je voyais que si je pose une question, j'ai une réponse. Et il m'a accompagnée pendant très 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 longtemps. Je lui parlais, je lui demandais, je lui posais des trucs, je disais là, j'y arriverai pas, faut que tu m'aides. Puis pouf, c'est quelque chose qui se passait. Puis je sentais vraiment sa présence avait une qualité différente du reste. Quand j'étais en connexion avec lui, je sentais sa douceur. Il n'y a pas une autre connexion qui ressemble à ça en fait. Est-ce que tu as encore cette connexion? Je ne l'ai plus aujourd'hui parce que j'ai en fait tourné dans un film documentaire qui sort là sur le deuil. Ouais, tout à fait, qui sort là dans les prochaines semaines en fait. Et quand j'ai fait ça, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pour moi. Oui? Ouais, ça a été fou. C'était la première fois que je rencontrais vraiment une maman qui avait perdu un enfant. Donc ça a été une merveilleuse rencontre pour Amande, l'héroïne et l'inspiration du film.
Mais ça a été pareil pour moi, je l'ai toujours dit. Je dis, tu sais, moi, c'était la première fois que je parlais avec une maman qui avait perdu son enfant quand je t'ai rencontrée et à qui je racontais mon histoire. Et puis, en fait, dans les semaines qui ont suivi, j'ai senti que j'avais envie de faire des choses que j'avais encore jamais faites auparavant. Et puis, il y a aussi quelque chose qui s'était passé dans les 6 mois qui précédaient. C'était de plus en plus, je me rendais compte qu'il y a quelque chose qui s'apaisait encore plus en moi qu'avant. Et je m'étais dit, en fait, et si dans ma vie, il y avait toujours un moment où je pleure parce qu'il me manque, où je pleure parce que je suis touchée par une maman et son fils, où je pleure parce qu'on me parle de lui et qu'à ce moment-là, ça me touche tellement que voilà, il y a des larmes. Et en fait, j'ai trouvé la fin de chercher à guérir ça. Dans ce moment-là, je me suis rendu compte que, ouais, que ça faisait des années que je vivais en me disant il y a un moment où ça va s'arrêter. Et là, dans ce moment-là, 6 mois plus tôt, je me suis rendu compte, ben, et si ça s'arrêtait jamais et que c'était ok en fait. Et donc c'était comme si j'avais vraiment intégré ma blessure et puis ça faisait partie de qui j'étais. Et finalement, je me dis s'il y a une chose que le deuil doit être, parce que je ne sais pas ce que c'est, ben ça doit être ça. Ça doit être la fin de chercher, la fin de la douleur en fait. Ça doit être arrêter de chercher un moment où ça ne sera plus là. Dans l'accueil complet de ce deuil-là. Tout à fait. Et donc j'ai senti qu'il y a ça qui s'était passé, puis pour moi être invitée dans le film, c'était un peu le reflet de ça aussi, de me dire ah ouais, mais c'est bizarre quoi, j'ai cette acceptation, j'ai cette ouverture-là, et puis je suis invitée à parler de ça. Et j'avais une amie médecin dans les années qui suivaient qui me disait mais Armelle, la façon dont tu vis ce qui s'est passé avec ton fils, c'est juste incroyable, moi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui vit ça comme ça, tu devrais faire des groupes, tu devrais en parler, tu devrais accompagner les parents et tout. Puis je me dis ah ouais, elle a raison. Mais je me sentais tellement pas à cet endroit-là, puis tellement pas capable. Et là, c'était comme si, hey, j'ai rien fait, puis ça vient à moi. Et là, je me sentais prête aussi, je me sentais honorée et prête pour ça. Et donc, dans les semaines qui ont suivi, c'était fin octobre, Noël arrivait. J'avais décidé comme ça de rentrer chez mes parents pour aller passer Noël avec eux. Et là, j'ai demandé à mon père, est-ce que tu veux bien aller acheter un arbre avec moi? On va le planter dans le jardin. Et on va le planter pour Gauthier. Et je me souviens que dans les années, après la mort, on m'avait souvent parlé de ça, puis moi c'était comme, ça faisait aucun sens. Tous les rituels qu'on me proposait, en fait, il n'y en avait aucun qui faisait du sens. J'allais même pas le voir au cimetière, je faisais rien. Pour moi, il vivait en moi. Donc il y a quelque chose qui le portait toujours. Ouais, c'est ça. Et je le portais ou lui me portait. Je sais pas lequel des deux portait qui en fait. Tu dis, tu as eu une phrase merveilleuse dans une interview que j'ai vue de toi, ou peut-être sur ton site, tu as dit je suis née une deuxième fois quand Gauthier est parti. Ouais. Comment t'expliques ça? Ben, celle que je suis aujourd'hui, pour moi, elle vient de lui. C'est-à-dire que si lui n'était pas mort, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc, quelque part, par sa mort, il m'a donné naissance. On s'est donné naissance tous les deux, en fait. Je ne connaîtrais pas ce que je connais de la vie aujourd'hui. Je n'accompagnerais pas les gens comme je les accompagne aujourd'hui. Je n'aurais pas fait les voyages que j'ai fait depuis lors. Je n'aurais pas tout le cheminement intérieur. Je ne serais pas la femme qui est sensible à tout ça. Je n'aurais pas été révélée comme je me suis révélée à moi aujourd'hui. Je l'ai eu certainement autrement, mais ce ne serait pas qui je suis aujourd'hui. Parce que tu as fait des choix hyper importants pour toi à ce moment-là. Tu es allée aux États-Unis, mais je pense que tu avais fait autre chose avant. Qu'est-ce que tu avais fait? En fait, donc 3 mois après, j'ai quitté son papa parce qu'un jour, j'ai entendu cette voix qui me disait « Si tu restes, tu vas mourir ». Et donc pour moi, c'est vraiment ce jour-là, je me suis dit « Ok, je pars ». Ça, c'était vraiment... donc pour moi, c'est vraiment un moment où je me suis dit « Je choisis la vie ». Et ça, c'était... c'est puissant. Ouais, ça, c'était vraiment fort. Et puis, ça a ouvert plein de choses. Et 2 ans après, je crois, ou 1 an et demi après, je ne sais plus exactement, j'ai fait un stage de développement personnel qui s'appelait Oxygène. Et ce stage, c'était horrible parce que j'ai rencontré tout ce que je vivais, toutes les souffrances que je vivais, mais ça a été aussi magnifique parce que ça m'a ouvert à... Ouais, la vie continue, puis c'est possible. Et puis ça a donné sur un autre stage qui s'appelait « Va au bout de tes rêves ». Et en fait, ce stage m'a vraiment portée à dépasser mes peurs, à dépasser aussi... moi, avant la mort de Gauthier, en fait, j'aurais jamais imaginé... Je détestais voyager, puis j'aurais jamais imaginé vivre ailleurs que dans ma ville natale. J'étais hyper timide,
dans un milieu à l'extérieur. Donc à l'intérieur de mon contexte, mes amis, ma famille, j'étais hyper extravertie, j'étais le clown de service et je faisais one woman show tout le temps. À l'extérieur, j'étais incapable de parler avec les gens que je ne connaissais pas, j'allais jamais vers les gens, je détestais ça en fait. Et là, ce stage, il m'a vraiment ouvert à, je pense, à ce que je connaissais déjà, parce que quand j'étais ado, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des nouvelles, puis j'avais un poème où j'écrivais j'aimerais voyager à travers le monde, découvrir des paysages aussi bien magnifiques qu'immondes, m'arrêter sur une plage et tourner la page, découvrir le moment présent. Donc j'écrivais des choses comme ça quand j'étais ado, tu sais, c'était comme précurseur. Oui, oui, t'étais bien inspirée. Hein? Ouais, c'est ça. Et puis je détestais voyager. Et donc c'est comme si là j'avais vraiment été rencontrer ces nœuds. Et au travers de ça, c'est un stage en groupe. Donc on se soutenait tous les uns les autres pour dépasser nos limites, nos peurs. Et le stage faisait vraiment en sorte qu'on aille rencontrer là où on n'osait pas sortir. Et donc en effet, j'ai vécu plein de rêves en faisant ça. Et je crois que c'est ça qui m'a donné l'impulsion de me dire plus jamais je m'arrêterai, quoi. Et donc ça a vraiment ouvert un tout nouveau voyage, j'ai envie de dire, dans ma vie, un tout nouveau chemin qui m'a amené de plus en plus à voyager. Et j'avais des peurs et des limites incroyables par rapport à ça. Et c'est à ce moment-là que tu es partie 5 ans aux États-Unis dans un monastère? C'était 7 ans plus tard. D'abord, j'ai eu une histoire d'amour incroyable avec le Québec en 2006. Ouais. C'est mon premier grand voyage. C'est vrai, ouais. Tu es venue ici au départ pour la première fois. Ouais. J'ai fait une semaine en Écosse, puis c'était juste à côté. C'était des amis qui m'avaient préparé le voyage, ça allait. Et puis après, c'était 3 semaines ici. Et c'était après une rupture avec une relation un peu difficile. Et j'avais ma meilleure amie qui m'avait dit « Armelle, tu vas voir, tu vas rencontrer le Québec. Ça va tout changer, ça va juste être magnifique. » Elle revenait d'un an ici. Et en effet, ça a juste tout changé. J'ai vécu un moment incroyable sur la place des Arts à Montréal, en plein milieu du festival du film francophone, où juste tout s'est arrêté, quoi. Le temps s'est arrêté. Comme un moment d'éveil. Carrément, ouais, c'était un grand silence. Et puis j'avais un sentiment profond d'être à la maison. Wow. Ouais. Et c'est ce que je retrouve à chaque fois que je viens ici. J'ai une connexion avec cette terre qui est juste, pour moi, incroyable. Et dans les années qui ont suivi, à chaque fois que je faisais une pause, puisque j'étais thérapeute, chaque fois que je faisais une pause et que j'avais besoin de me ressourcer, c'était comme, ok, je fais une pause, je prends mon sac à dos, je vais au Québec. Parce que tu étais thérapeute psychocorporelle pendant 6 ans. Oui, à peu près, quelque chose comme ça. Que tu as pratiqué en Belgique à ce moment-là? Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis là, après, donc, j'ai décidé de venir 1 an au Québec. Je me suis dit, je voulais vraiment y venir y vivre, mais en même temps, toute la paperasserie administrative m'a un peu... et puis j'ai un côté aussi, tout le monde me disait toujours que je fuyais, tous mes amis disaient « Ah, tu fuis, c'est parce que t'as mal, c'est parce que tu souffres, ta. » Et donc je me disais « Ok, je vais faire tout ce qu'il faut en Belgique, puis ici, dès que je me sens bien et que je suis prête à rester, je pars. » Et donc j'avais vraiment construit ma vie, je voyais mes clients, mes patients, je faisais beaucoup de domicile, donc j'allais chez les gens et tout, j'adorais ça. Et puis à un moment, j'étais prête à partir 3 semaines dans un stage chamanique en Colombie. Et je me lève un matin et je fais « Armelle, c'est pas en Colombie que tu veux aller, c'est au Québec, ça fait 2 ans que tu veux aller au Québec, qu'est-ce que tu fous ?» Et là je me suis dit « Ok, c'est bon. » Et donc j'ai changé mon billet d'avion, j'ai annulé le stage, j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer pour les gens qui venaient me voir. Et puis en 3 semaines, j'ai décidé « Ok, on y va. » Et là je suis partie 1 an. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais ici? J'ai d'abord atterri à Montréal et puis rapidement je suis partie en fait dans le Nord. Je sentais que j'avais vraiment un appel profond du Nord et puis que c'était un voyage initiatique pour moi. Puis j'étais hyper attirée par le chamanisme. Je sentais que ça vivait en moi et qu'il y avait des choses qui voulaient se révéler. Donc j'imaginais que peut-être que je rencontrerais des autochtones dans le Nord et tout ça. Et pas vraiment en fait, j'ai continué à me rencontrer moi. J'ai eu l'impression que constamment la vie, quand j'allais chercher dans une culture qui n'était pas la mienne, elle me disait non, c'est pas là Armelle. Et elle me ramenait tout le temps à moi. Wow. Et donc ça s'ouvrait jamais dans les endroits où je pensais que j'allais trouver les choses ou alors où j'avais envie de trouver les choses. Puis c'était toujours de moi à moi que ça s'ouvrait finalement. Et là, je voulais absolument aller voir les icebergs. Je sentais qu'il y a un appel de la pureté, de l'essentiel, du vide, du silence qui était tellement en moi. Et donc, je suis partie au Labrador. Donc, j'ai fait toute la côte nord
Tu sais, je suis allée jusque Blanc-Sablon, Oui, j'ai fait tous les villages. au bout de la route. Ouais, exactement, jusqu'au bout de la route. C'est assez symbolique en Ouais. plus. Ouais. Ouais. Et puis, là, j'étais sur un bateau un jour en plein milieu d'un détroit. Il faisait noir, noir évidemment là-bas. Tu sais, t'as la langue de lumière, c'est en mois de juin, juillet, donc il y a 3 heures de nuit. Donc, et puis il n'y avait rien du tout. Et je sentais, il faut que tu ailles sur le pont, Armel, il faut que tu ailles sur le pont. Puis j'avais peur parce que tout le bateau il faisait noir, puis il n'y avait personne et tout. Et il y avait un vent ce jour-là, c'était incroyable. Donc je me tenais, puis je suis montée sur le pont tout en haut. Et puis à un moment, j'étais au milieu de ce pont et j'ai juste regardé en l'air. Puis j'avais jamais vu des étoiles comme ça, d'une présence mais incroyable. J'étais là, ils sont tous là. Puis j'avais l'impression que ce moment, on était tous réunis, quoi. Il n'y avait rien qui était séparé. Que tous nos ancêtres, il n'y en avait pas un qui manquait, que tout ce qui s'était passé, l'univers entier, tout dans ce moment était juste là. Et puis ça a continué, en fait, j'ai eu que ça durant tout ce voyage, ça a vraiment été une profonde reconnexion avec les animaux, tu sais, je regardais la mer, puis je me disais, waouh, là j'ai trop envie, tu sais, je demandais à Dieu, je fais, montre-moi une baleine, quoi, je veux voir une baleine, et puis 2 minutes après, t'avais une baleine. Tu sais, je me faisais des marches partout, j'ai trop envie de voir des orignaux, allez, je veux voir des orignaux. Et j'étais comme, hey, tu demandes et tu reçois. Puis tu sais, je faisais du stop, en plus à l'époque, je voyageais en sac à dos et en stop, et j'étais, ok, je veux une voiture avec quelqu'un avec qui vraiment ça va être le fun et tout. Puis, tu sais, j'attendais, puis je disais, Puis tu sais, j'ai dû travailler ma patience aussi. Et alors je voyais que tant que je voulais, ça ne venait pas. Puis c'était comme ok. Puis je m'asseyais, je lâchais prise. Bam, il y avait une voiture qui débarquait là. Et puis des rencontres juste fabuleuses, quoi. Vraiment avec des discussions mais profondes, à refaire le monde, des choses comme ça. Et je m'étonnais moi-même. Je me disais mais d'où ça vient tout ce dont je parle, quoi. Tu sais, je me rendais compte qu'il y avait un truc en moi. Et j'avais aucune idée d'où ça venait. Et donc c'était déjà un préambule. Et cette année-là, c'est pour répondre à ta question, ben, ça a vraiment été une année comme ça, en fait. C'était une année où je m'étais dit, c'est bien Armelle d'être thérapeute, puis tu fais un job fabuleux et tout, mais je sentais, mais en moi, ça fait encore mal, en fait. Et j'ai envie de me donner ce temps-là pour moi. Donc j'ai décidé, je prends 1 an pour moi, et je fais pas de plan, et je vais juste écouter ce qui vit en moi, et je vais suivre ça, et je vais voir ce que ça donne. Et donc ça a été tout ça. Et puis quand je suis rentrée à Montréal, ben, il fallait que je travaille un petit peu puisque je commençais à avoir dépensé ce que j'avais de côté. Et donc je faisais des traiteurs comme serveuse parce que j'ai toujours adoré ça, servir. Et puis m'occuper des gens. Et puis je parlais de mes voyages, je parlais de ce que je voyais, de la vie, comment je la voyais. Et là il y avait la personne qui s'occupait de nous trouver des jobs qui me dit mais Armelle, t'es pas comme les autres toi. Il me dit t'as un truc mais les gens ils parlent pas comme ça, quoi. D'où ça vient? Il me dit j'ai un livre pour toi. Et donc il m'a offert Et l'univers disparaîtra de Gary Renard. C'est un livre qui parle de Jésus et qui parle d'un livre qui s'appelle Un cours en miracle. Et puis moi quand j'étais petite, Jésus c'était mon meilleur ami. Je lui parlais tous les jours, je lui racontais toutes mes peines. Puis quand j'étais petite j'en avais beaucoup. Et donc je lui racontais tout ce qui était difficile dans ma vie de famille, enfin voilà, dans ce que je vivais beaucoup de solitude et donc c'était mon meilleur ami. Et puis là je retrouvais cet ami-là en fait. J'étais en pleurs tout le temps, j'arrivais plus à dormir, je lisais ce livre tout le temps. Il faisait froid l'hiver, donc je prenais des bains avec de l'eau jusque là, puis je restais 3 heures dans mon bain. Puis tu t'enlèves un peu le bouchon, puis tu refais sortir de l'eau chaude. Et je lisais, je buvais le livre et puis je le vivais en même temps. Il parlait d'expériences, puis moi je les vivais ces expériences. Il disait qu'on n'était pas le corps, puis je vivais ça et puis je voyais tout ce qu'il disait. Et puis, enfin, c'était incroyable quoi. Et ça m'a reconnecté à quelque chose. Mais il faut que je suive ça. Donc j'ai été acheter Un cours en miracle. Puis tu sais, je l'ai lu. Et puis t'es pas le corps, mais moi je suis thérapeute psychocorporelle. Comment je fais quoi? Tu t'es confronté. Ouais, comment tu fais pour mettre les deux en même temps? Et puis d'où ça vient ce truc-là? Et puis je savais pas comment faire pour vivre avec ça. Donc j'en ai parlé à ce gars-là. Et puis il me disait, mais tu sais, Armelle, dans ce livre, il parle du Saint-Esprit. C'est ta petite voix intérieure. En fait, toi, t'écoutes cette petite voix depuis des années. Ben, c'est la même chose. Et puis finalement, tout ce que cette petite voix fait, c'est qu'elle t'enseigne avec ce qui t'importe. Donc si toi tu fais de la thérapie psychocorporelle, puis je faisais des soins chamaniques aussi, parce que cette petite voix, elle m'enseignait de plus en plus à
comment faire. J'avais finalement rencontré une chamane dans ce voyage. Enfin, il y avait plein de choses qui s'étaient passées. Et il me disait, il va utiliser ça. Donc ça veut dire que la vie, elle va utiliser le chamanisme pour que tu apprennes de plus en plus à écouter cette voix, elle va utiliser les voyages pour que de plus en plus tu fasses confiance à ça, à quelque chose qui est là en toi et puis que tu n'as jamais appris à utiliser et à rencontrer. Je dis, ah, c'est chouette. Donc en fait, ça te guide tout le temps, quoi. Et donc ça m'a comme donné de plus en plus confiance. Et puis là, à un moment, j'ai senti que il était temps que je quitte le Québec. C'était comme l'initiation s'était faite et je devais rentrer en Belgique. Et là, je sentais qu'il fallait que je trouve un groupe, parce qu'il y a des groupes de cours en miracle, et qu'il fallait que je trouve un groupe pour pouvoir savoir, mais qu'est-ce que vous faites avec ça, et puis comment, je voulais apprendre plus, quoi. Oui. Et donc je suis allée en Belgique et ça s'est passé tout de suite. En fait, je me suis rendu compte que mon ancien thérapeute, avant de partir, m'avait dit, tu dois prendre un livre avec toi, c'est un cours en miracle. Tu sais, j'étais à voir le truc, c'était une brique comme ça, tu pars en sac à dos, t'as envie de rien du tout comme ça, quoi. Et là, je m'étais rappelé de ça, et donc je l'ai appelé, je dis, mais tu sais, tu m'avais parlé de ce livre, je dis, tu sais, tu connais quelqu'un qui fait... ma femme a un groupe. Non, c'est pas vrai. Je dis, mais ça, c'est quand même trop marrant, quoi. Donc je l'ai appelé, puis j'ai été au groupe, et là, ils m'ont parlé, ils ont dit, au mois de juin, donc là, c'était mi-avril, au mois de juin, on fait une retraite avec un enseignant du cours en miracle. C'est quelqu'un qui vit le cours. Il ne fait pas que l'enseigner, il vit vraiment. C'est vraiment une preuve vivante que ce livre marche. Puis il vient des États-Unis, il va donner une retraite de 3 jours. Puis tout de suite à l'intérieur, il fait « faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille ». Puis tu sais, je ne savais pas quoi faire avec ça. Et puis là, de plus en plus, cette petite voix, elle se réveillait. J'ai relu une deuxième fois Et l'univers disparaîtra. J'ai tout lu en 5 jours. Puis, tu sais, il parle de l'ego, là. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Puis, je sentais bien, ils expliquaient comment l'ego fonctionne. Et puis, les peurs, tous les machins. Puis, moi, je sentais que plus je lisais, plus j'avais peur. Et plus j'avais tous mes trucs qui ressortaient. C'était intense comme truc. Mais, ouais, je sentais que ça répondait à quelque chose de profond en moi. Et puis, j'avais entendu, là, tu peux prendre aucun engagement dans ta vie parce que ce week-end va changer ta vie. Oh là là. Puis j'essayais, parce que j'avais quand même des résistances assez fortes. Donc, du courage, oui. Et en même temps, il y a tout l'autre côté aussi, tu sais pas où tu vas, tu n'as jamais entendu parler de ça. Mais oui. Tu sais, en fait, je suis touchée que tu m'aies dit, tu as vraiment eu beaucoup de courage dans ta vie. Et puis, j'ai juste envie de faire... parce que c'est vraiment quelque chose pour moi. En fait, ça fait qu'1 an que j'ai accepté ça. Avant, je disais, mais j'ai pas de courage, en fait. Moi, j'aurais jamais pu faire autrement. Parce que mon expérience, c'est pas d'être courageuse. Mais maintenant, j'ai appris à le recevoir. Puis ça me touche à chaque fois parce que je me rends compte que c'est vrai. Mais mon expérience, c'était pas d'être courageuse. C'était, mais je peux pas faire autrement. Tu vois, c'est comme si je le sens tellement en moi que j'ai pas l'option de ne pas le faire, en fait. Mon expérience, c'est que cette voix, elle me donne pas l'option de ne pas le faire. Je sais tellement que c'est là que je dois aller. Puis c'est ça pour moi, notre petite voix intérieure. C'est un GPS dans lequel tu peux t'abandonner. Tu sais, tu sens tellement, ouais, c'est la direction, qu'il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option de ne pas y aller. Oui, il peut y avoir des peurs, évidemment. Oui, tu peux dire, mais Armelle, tout le monde va penser que t'es fou. Armelle, les gens vont croire que t'es dans une secte. Armelle, et si jamais tu te plantes? Oui, tout ça vient, évidemment. Mais il n'y a pas l'option de ne pas y aller chez moi. Mais tu sais que le mot courage, il y a comme origine le mot cœur. C'est cœur en action. Ouais. Fait que t'écouter vraiment ton cœur. Ouais. Mais il faut avoir une confiance en la vie, quelque part, ou en plus grand soi, pour suivre cet élan-là. Puis, tu sais, ton parcours est extraordinaire parce que tu suis ça tout le temps. Ouais. En dépit des peurs, en dépit du manque d'argent, en dépit des changements que ça provoque autour de toi, tu as suivi ça. Tu sais, quand je regardais dans tes valeurs, l'authenticité qu'on partage, je pense, parce que pour moi, c'est la valeur la plus importante. Tu sais, tu as suivi cette voix qui t'appelait à te découvrir toi et à être pleinement toi. Oui, parce que les gens ne comprenaient pas, en fait. Moi, les gens me disaient, Armelle, t'as pas envie de te poser, t'as pas envie d'être un peu stable, mais tu sais, en plus j'étais célibataire, donc tu trouveras jamais quelqu'un, t'arrêtes pas de bouger et tout. Puis j'étais comme, moi ça devrait être quelqu'un comme moi, parce que je peux pas imaginer être avec quelqu'un qui ne vive pas comme moi et puis qui voit pas les choses comme moi. Donc moi, si c'est quelqu'un qui veut m'ancrer, puis m'accrocher, puis me dire tu bouges plus, ça va jamais marcher. Puis donc moi je me disais, c'est pas possible. Moi je suis convaincue que si je suis mon cœur à 100%, je vais rencontrer quelqu'un qui va juste être pareil.
Et en fait, moi, je me rendais compte que j'étais quelque part un peu schizophrène à cette époque-là. Tu sais, je suivais mon cœur à 50%, puis à 50%, j'essayais encore d'être comme les autres. Et donc, On fait tous ça. Mais oui, bien sûr, mais là, dans ce week-end-là, je me suis dit, je peux plus le faire. En fait. Oh. Ce week-end de retraite. Qu'est-ce qui s'est passé, oui? En fait, j'ai rencontré l'ami de cet enseignant qui est venu avec lui. Et quand je l'ai vu, j'étais comme, waouh, ça, j'ai cherché ça toute ma vie. Et je savais pas ce que c'était. Mais j'avais vu avec autre chose que mes yeux. J'avais vraiment vu. J'avais vu pour la première fois de ma vie. Mais ça ne se voyait pas, c'était pas visible avec les yeux. J'avais l'impression que c'était, je sais même pas expliquer. Tu voyais quoi? Ouais. Tu voyais quoi? C'était comme si j'avais vu tellement la lumière en elle. Elle était mais d'un rayonnement incroyable. C'était comme si elle était tellement alignée, elle était tellement elle-même à l'endroit où elle devait être dans sa vie, puis tu sais, dans son alignement intérieur avec ce qui était elle. C'est comme si je l'avais... C'est une perception en fait, c'est pas quelque chose que tu vois, mais je savais que ça, c'était ce que j'avais cherché. Et je savais pas ce que c'était. Tu l'avais cherché pour toi. C'est ce que... Elle incarnait ce que tu voulais être. Et alors c'était très marrant parce que pendant les 3 jours du week-end, toutes les similitudes que j'ai vues entre sa vie et la mienne, c'était incroyable quoi. Et en fait, plusieurs mois après, j'ai appris qu'elle était née le même jour que moi. C'est pas vrai. La même année. Non. Si. Et c'était fou, c'était comme si on était des jumelles, elle venait de Suède, moi je venais de Belgique, on se rencontrait là comme ça dans ce contexte. Enfin, c'était fou. Elle chantait, elle avait entendu, tu dois te mettre à chanter. Puis moi, ça faisait plusieurs mois pendant que j'étais au Québec, j'avais entendu, il faut que tu te mettes à chanter dans tes soins et tout, parce qu'il y a quelque chose avec ta voix qui décristallise les trucs. Puis tu sais, j'avais fait tout un chemin par rapport à ça. Puis elle, ça faisait plusieurs mois qu'elle faisait tout un chemin pour accepter, puis pour se mettre à chanter. J'étais comme, hey, c'est fou quand même. Puis tu sais, on parlait de nos mères, puis on voyait qu'on avait la même relation, puis les mêmes... Et j'étais, waouh. Et donc ça m'a donné confiance aussi, tu vois. C'était un vrai miroir. Hein? Ouais. Et je crois que ce qui me donnait confiance, c'était cette certitude que je sentais en moi. C'était aussi que j'avais vécu le pire quelque part. Qu'est-ce qui pouvait m'arriver d'autre? Tu vois, il y avait de ça. Et puis il y avait aussi quelque chose que je me sentais portée, vraiment. Je sentais que quand je faisais un pas, les gens répondaient et puis m'accueillaient vraiment et puis me soutenaient. Là, tu sais, quand j'ai décidé de partir, d'abord j'allais faire une retraite de 3 semaines. Et puis après, finalement, un jour, j'ai senti, non, mais c'est pas 3 semaines que moi j'ai envie d'aller là-bas, quoi. J'ai envie d'aller faire du volontariat, j'ai envie d'y passer 3 mois, 6 mois, enfin, il y a quelque chose de plus qui m'appelle. Puis tu sais, je leur ai dit, et puis, génial Armelle, écoute, on va mettre les choses en place, on va voir comment on peut faire et tout. C'était où, aux États-Unis? Au départ, c'était en Ohio, c'est près de Cincinnati. Et puis après, la communauté s'est agrandie, puis ça s'est passé en Utah. Et donc moi j'étais en Ohio d'abord et c'était assez incroyable parce que dans les semaines qui ont précédé ça, j'avais plus d'argent et j'avais plus personne qui venait à mes sessions, qui venait en thérapie et tout. Il y a tout qui s'était arrêté et j'étais comme je suis désolée, écoutez là je vais devoir annuler la retraite, je sais pas y aller, il y a rien qui se passe, je peux pas le faire. Et puis ils m'ont dit, écoute Armelle, c'est pas possible, t'as un appel, mais un appel de quelque chose qui est juste énorme, on va te soutenir. Tu viens et tu payeras quand tu auras de l'argent. Wow. J'étais là, quoi? Moi j'ai jamais connu ça dans ma vie. Moi je crois que tu dois payer pour ce que tu dois mériter. Ouais, c'est ça. Et là ils me disaient, non, ce qui se passe en toi, ce qu'on a senti en toi, ta sincérité, parce tout ce que... aussi, ils voyaient. Mais oui, c'est ça, ils voyaient ça aussi. Puis c'était comme ça qu'ils vivaient. Et puis ils écoutaient aussi cette petite voix. Puis tu sais, tu peux sentir, enfin pour moi, tu peux sentir quand quelqu'un a un appel de fou pour la vérité, pour se retrouver, pour se connaître et tout ça. Et donc là, ils avaient senti qu'ils voulaient soutenir ce mouvement en moi. Et ils m'ont dit, tu te débrouilles pour ton billet d'avion, mais si tu peux arriver ici, on s'occupe de tout le reste. Et là, j'étais comme, waouh. Et donc j'ai demandé à la vie, je dis, écoute, voilà, mon billet d'avion aller, c'est 215 € ou un truc comme ça. Comment on fait? Et puis j'ai eu 3 personnes qui m'ont appelé et j'ai eu $300. Et puis le jour où je devais partir, mon avion était cassé, il y avait une pièce cassée.
Et j'étais, ah ouais, peut-être que je dois pas y aller, tu sais, comment on se dit Ouais, ça, ouais, si, ouais, ta, ta, ouais. ta, ta. Non, non, c'était mieux que ça. J'allais passer une nuit au Sheraton en attendant que mon avion soit réparé. Donc je partais comme une princesse, tout était pris en charge et tout. Et en plus de ça, j'avais un voucher pour un vol parce que il y avait eu ces problèmes-là avec notre... Et donc j'avais même quasi un vol de retour, quoi, tu vois. Et là j'étais, waouh, purée, la vie c'est quand même magnifique, quoi, c'était incroyable. Donc j'avais 100 dollars qui me restaient plus ou moins, tu sais, pour je sais pas quoi. Normalement, en plus, c'était à Toronto la première retraite, donc je devais prendre, j'avais un vol jusqu'à Montréal, puis je prenais un avion, un bus pour Toronto, 9 heures de bus, machin et tout. Là, comme j'avais tout loupé, ils me payaient un vol direct Montréal-Toronto en 1 heure, puis j'étais comme magique, quoi. Tu sais, t'y arrives en grande pompe. Guidée par la vie. Ouais. Wow. Et en fait, c'est ça qui a fait aussi qu'à chaque fois, il y a le courage, il y a l'envie d'y aller et tout. C'est qu'au fur et à mesure, plus j'étais alignée avec moi, plus je suivais ce qui était vraiment important dans ma vie, ce qui m'appelait, ce que je sentais qui était vrai et tout. Et plus la vie déroulait le tapis rouge, en fait. Tu sais, pas nécessairement que c'était un vrai tapis rouge, mais moi j'ai l'impression que mon chemin se déroulait sous mes pas. Et que tu étais alignée avec ton portée. être. Ouais. C'est extraordinaire. Tu es restée 5 ans. Ouais, c'est ça. Oui, 5 ans. Donc en partie là, en partie dans la communauté. Puis je me suis mariée aussi là. C'est vrai? Oui. Et donc j'ai vécu avec mon ex-mari en partie en Californie, tous les deux. Enfin, on vivait chez ses parents, on avait une partie. Et c'était quelqu'un qui partageait le même chemin que moi. Donc on était tous les deux là dans... c'est ça, c'était vraiment dans le but d'éveil à notre vraie nature. Notre relation, c'était ça aussi. C'était, nos vœux, c'était de partager la présence ensemble, de voir l'innocence l'un dans l'autre, de toujours nous rappeler notre vraie nature et puis de cheminer ensemble et puis d'être à l'écoute de ce qui était important pour nous. Et puis voilà, il y a eu donc une partie où on a vécu ensemble, et puis dans la communauté ensemble, puis dans la communauté moi toute seule, et puis ensemble, et puis enfin voilà, il y a tout des trucs comme ça. Et ça a été, pour moi, ça a été une vraie révélation parce que quand j'ai commencé à rentrer, à faire des retraites et à rentrer dans ce centre, dans ce monastère et tout, le principe c'était d'être au service. Ouais. Et là, j'ai découvert quelque chose, pour moi, c'était waouh, en fait, c'est ça le but de ma vie. Être au service. Être au service. Tu sais, quand j'étais au Québec et que j'ai vécu 1 an ici, j'ai reçu un jour un PowerPoint et c'était la vie de Mère Teresa. Ouais. Et puis on disait qu'elle était morte. Puis moi, je croyais qu'elle venait de mourir, mais je pense que c'était 1 an ou 2 auparavant. Et à la fin, elle disait qui va la remplacer. Puis moi, j'étais waouh. Donc il y avait ce truc qui était là de servir, tu vois, qui était même avant que je sache, et puis finalement il y a tout qui venait se mettre en place. Puis pour moi aujourd'hui c'est toujours ça, c'est vraiment comment je peux être au service de la vie et comment je peux amener qui je suis et puis amener toujours le meilleur par rapport à tout ce que je peux donner au monde et quelle est la façon la plus juste pour moi aussi. Tu as quitté les États-Unis, tu es retournée en Belgique, je pense, à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est transformé le plus? Parce que là, tu avais un bagage différent. Tu avais quand même ton diplôme en technique psychocorporelle, mais c'était plus ça, là. Tu as osé. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as écrit le livre Le bonheur, quoi qu'il arrive? Après. Après? Oui. En fait, je quitte les États-Unis déjà parce que je suis invitée en France. Ah! Donc en fait, donc là je vis pendant 1 an à Hawaï, la dernière année. Je suis déjà rentrée en Belgique pendant quelques mois. J'ai quitté la communauté parce que en fait je sentais que ça s'était tellement transformé en moi. Pour moi, tout s'était éveillé en moi. Je reconnaissais, enfin voilà, c'était une évidence en fait, ce que je suis au cœur même de mon être. Et tout s'était ouvert et donc j'avais été invitée par une amie déjà à aller donner des sessions de groupe dans son école de psychothérapie en Belgique. Et donc pendant plusieurs mois je vais faire ça et puis au bout du compte je me dis mais non, mais c'est pas ma vie ça en fait, c'est vraiment, il faut que j'y retourne. Puis donc je retourne dans la communauté, je me dis non, c'est là que je dois être. Donc j'y retourne et puis j'y retourne pendant 1 an où mon expérience s'approfondit, puis c'est juste fabuleux. Et là, je voyage énormément en fait avec l'enseignant principal de la communauté, et avec lui, je commence à donner beaucoup de retraites, des conférences. Enfin voilà, on fait le tour de la Californie, on part au Mexique, on va au Canada. Enfin, il y a plein de choses qui se passent et qui commencent à s'ouvrir. Donc là, vraiment, je commence à enseigner profondément, ça se met en place.
Et puis je donnais des satsangs à Hawaï toutes les semaines. Toutes les semaines? Ouais, Tu faisais l'aller-retour? Non, non, mais je vivais à Hawaï. Tu vivais là. Et toutes les semaines, le vendredi soir, dans le centre de retraite qu'on avait, ben, on ouvrait aux gens à l'extérieur et je donnais des satsangs là-bas. Et puis j'ai une amie en Belgique qui me dit Armelle, il faut que tu viennes en France. Enfin, elle faisait la Belgique et la France. Et elle faisait le cours en miracle aussi, puisque la communauté était basée sur les principes du cours en miracle. Et elle me dit, il faut que tu viennes en France, ça s'ouvre, les gens en parlent de plus en plus. Moi, je commence à donner des petites rencontres par-ci, par-là, mais vraiment, ils sont prêts, quoi. Et je dis, écoute, c'est bien comment on fonctionne. Moi, j'ai pas d'argent. S'il y a une invitation qui vient, parce que je réponds qu'aux invitations, ben voilà. Mais j'ai pas de billet d'avion, donc il y a plein de choses qui doivent se mettre en place pour que je sache que c'est vraiment là que je dois aller dans ma vie aujourd'hui et que c'est pas ici que je dois rester. Et puis je dis ça et je sais pas, dans les 10 jours qui viennent, j'ai un billet d'avion, 7 personnes qui veulent voyager avec moi et qui sont prêts à partir en Europe avec moi. Et puis j'ai une tournée complète qui s'est mise en place avec 6 semaines de date. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit ça, elle m'a dit « Ok, tu veux bien qu'on fasse une conférence en ligne, un satsang en ligne ?» Je fais « Ok ». Et donc on l'a fait, elle l'a mis sur Internet, ça a fait le tour de la France, elle a mis en bas des coordonnées et tout ça. Et puis ben là, dans le centre de retraite, j'ai un ami qui vient « Armelle, j'ai envie de te faire un site Internet, est-ce que ça te dirait, je voudrais faire une interview de toi, écoute, parle de la tournée en France, parle de ce que tu proposes. » Et en 10 jours, tout s'est fait, quoi. Et c'était incroyable. Et c'est ça qui fait que j'ai quitté les États-Unis. Mais normalement, j'étais partie pour 2 mois. Puis je rentrais. Sauf que dans l'avion de retour, j'étais putain de merde, je vais pas rentrer. Un avion de retour aux États-Unis? Non, des États-Unis pour rentrer en France. Là, je sentais, non, je vais pas rentrer. En fait, j'avais vraiment cette intuition de là, je suis en train de tourner une page. Puis c'est comme si j'y étais toujours. Mais en fait, là, je sens que je vais pas rentrer. Puis je me rends compte, waouh, l'année dernière, je m'étais dit que peut-être dans un an, je serais de retour. Et là, je me rends compte, purée, on est pile poil un an plus tard, mais jour pour jour, quoi. Et j'avais complètement oublié ça. Moi, j'étais partie pour y faire ma vie, puis c'était sûr que c'était ça et tout. Et là, je voyais qu'il y avait tout qui se mettait en place, puis vraiment, je shakeais, quoi. J'étais comme, mais qu'est-ce que je vais faire sans eux? C'est pas possible. Et puis, en fait, j'ai vu que tout a démarré, mais c'était incroyable. J'étais invitée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Surtout j'avais pas un jour de repos. Je donnais des satsangs tout le temps, ou des conférences. Je donnais des retraites le week-end. Ça n'arrêtait pas, en fait, c'était tous les jours. Et comme ça, pendant 2 mois. Et puis c'était en France, c'était en Suisse, c'était en Belgique, c'était en Hollande, c'était en Allemagne, je suis allée en Norvège, enfin, ça a vraiment démarré. Et à un moment, j'ai dû me rendre à l'évidence, j'étais comme, ben non, je ne dois pas rentrer en fait. Et donc c'était hyper effrayant parce que ben là, j'avais toute ma vie qui était faite. Moi, comme avec mon fils, en fait, c'était pareil, tu sais, ma vie, elle était faite, je savais où j'allais, puis tu étais tranquille. Puis là, je sentais que la vie disait, non, Armelle, on recommence. Il va encore falloir lâcher les amarres et puis on va repartir. J'étais comme, ok. Et je sentais vraiment fort ça, donc j'ai appelé David qui était l'enseignant principal de la communauté, et dit, bah, moi j'ai vraiment le sentiment que je ne dois pas rentrer, que pour moi tout ça, ça se termine, qu'il y a quelque chose d'autre qui vient pour moi et qu'il faut que je lâche là où je suis aujourd'hui, sinon le reste ne va pas venir. Puis tu sais, il me dit, non Armelle, c'est pas comme ça que ça fonctionne et tout. Puis j'étais comme, mais moi je sais que oui. Moi, je sais que pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas une loi. Il y a ce qui se passe en moi, puis chez moi, ça dit ça. Et donc là, j'ai prié. Je fais, ok, c'est toujours comme ça que je fais. C'est quand j'ai une décision pas nécessairement facile à prendre, ben, je prie, je dis, ok, si je dois rester, tu me le montres. Si je dois partir, tu me le montres. Et donc, ce que j'ai fait, c'était demander à la vie, c'était, ok, mais c'est très simple. Si je dois quitter cette communauté, ma plus grande peur, c'est que j'aurai pas de sécurité financière, puis j'aurai pas de sécurité matérielle. Parce que là, j'ai une maison à vie, je sais. Là, j'avais rien. Moi, j'étais sans rien. Je pouvais retourner chez mes parents, mais c'était pas ça que j'imaginais, mais j'avais rien. Et puis c'était aussi, ben là, ma sécurité matérielle, elle est assumée, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, ils sont là, et puis je peux retourner, je peux arrêter de voyager. Et là, c'était plus ça. Donc je dis, ok, montre-moi. Et 24 heures plus tard, il y a quelqu'un qui m'a écrit, que j'avais rencontré quand j'étais encore aux États-Unis, et qui m'a dit, Armelle, ce que tu es en train de créer, de vivre, ça m'inspire tellement. Moi, j'ai eu un héritage, et puis j'ai entendu aujourd'hui que je devais te donner $13 000. C'est pas vrai! J'étais comme...
Et elle me dit, et j'ai déjà donné une partie à la communauté, j'ai déjà fait un don à la communauté, donc ça c'est vraiment pour toi. Or, dans le principe de fonctionnement de la communauté, dans le petit groupe dans lequel moi je faisais partie, on avait un principe, c'était qu'on n'avait pas de possession privée. Ça veut dire que si moi j'avais de l'argent, ben, ça faisait pour tout le groupe en fait. Et donc là, elle est en train de me dire que c'est pas pour le groupe parce que c'est vraiment pour moi. Donc elle est vraiment en train de mettre la condition, si tu le donnes au groupe, ben alors je fais pas le don parce que ce don c'est uniquement pour toi. Pour moi c'était clair, quoi. J'étais comme ok. Donc ça veut vraiment dire qu'il faut que je quitte là. Ouais. Et puis la vie qui me dit, et puis je vais m'occuper de tout, comme je suis déjà occupée de tout pour toi jusqu'à présent. Ouais. Et donc en fait ça a fait que continuer, tu vois, à confirmer cette confiance, cette présence, qu'on n'est jamais seul, qu'on est tellement aimé par la vie. Et puis que si on donne à la vie, elle nous donne tout le temps en fait. Qu'il n'y a pas d'effort à fournir finalement, c'est juste de se laisser porter. Ouais, et puis d'être vraiment en alignement avec soi. Pour moi, quand on est aligné avec soi, qu'on est à l'endroit où on doit être, pam, la vie elle te prend et elle te dit ok, t'es prêt? Allez, on y va. Et pour moi c'est que comme ça, quoi, depuis vraiment... Tu continues à fonctionner, à vivre de cette manière-là. Parce qu'un fonctionnement, c'est une vie, là, finalement. Oui, et puis même quand on essaye de me faire fonctionner autrement, moi j'ai beaucoup de mal, je ne comprends pas le principe. Parce que ça marche tellement bien, pourquoi est-ce que je devrais fonctionner autrement? Et j'avais vraiment cette conviction, tu sais, pendant ces années-là où, en fait, il suffit que je revienne en moi, puis je vais laisser tout s'ouvrir, puis je vais vraiment aller de plus en plus profondément en moi, et de plus en plus profond, je vais aller toucher le cœur de mon être, et puis je sais que quand ça va s'ouvrir, le monde le saura. Enfin, je veux dire, la vie, l'univers, il le saura, puis il me donnera ce que je dois vivre. Je n'ai pas besoin de savoir, en fait. Et donc aujourd'hui encore, quand il y a des moments comme ça où je sens que, ok, il y a quelque chose qui doit changer, là je me sens plus vraiment à ma place, c'est pas toujours évident à vivre pour autant, mais il y a toujours, il faut que je rentre en moi, il faut que je me retrouve, il faut que je rentre, il y a quelque chose de plus profond. Comment tu t'y prends, toi, à ce moment-là? Là, par exemple, je me donne 6 semaines ici à rien faire, puis à vraiment laisser sortir ce qui doit sortir aussi, tu sais, laisser de l'espace s'il y a des vieilles souffrances qui sont encore là, s'il y a des choses difficiles à vivre, s'il y a des émotions qui doivent sortir, je donne de l'espace, puis je les laisse sortir, puis je vois ce qui vient, et puis je sais que quelque part, c'est pour moi, plus on se découvre, et plus on est à l'endroit où on doit être, puis on a des paliers dans nos vies, on a des étapes à faire. Puis je pense qu'on a des choses à vivre à chaque étape, puis on a des gens à rencontrer, des messages à passer pour chaque étape. Et puis je crois que la vie, à un moment, elle dit « Ok, t'as passé assez de temps là, allez, on passe ailleurs. » Ça fait le temps de faire autre chose. Ouais. Et donc pour moi, c'est de donner l'espace à ça au maximum. Est-ce que tu as l'impression d'avoir découvert qui est Armelle? Oui, à plein de niveaux, et non. Aujourd'hui, vraiment, moi je peux dire que je suis vraiment dans ce... Il y a plus en moi que ce que je connais. Et je veux le découvrir en fait. Quand je dis vraiment, tu sais qu'il y a cette recherche permanente de moi-même, puis c'est quelque chose de vraiment fort, mais c'est toujours là aujourd'hui. C'est pas... Il y a un endroit où je me suis trouvée, et puis il y a un endroit où je pense que ça va continuer à s'affiner jusqu'à la fin de à la fin de ma vie, en fait, jusqu'à ce que je m'en aille. Un beau lapsus. Ouais, c'est ça, jusqu'à la fin de ma mort. Que ça va continuer à s'affiner, et que je vais continuer à découvrir Armelle. Tu sais, je pense que... Mais je crois que je suis qui je suis là dans l'instant, mais tu sais, on change tout le temps. Bien sûr. Je veux dire, nos cellules, elles changent tout le temps, tout se refait tout le temps, tout est en mouvement tout le temps. Donc moi, je sais que moi, j'ai beaucoup de mal à me figer dans une position de « je suis ça », puis tu sais, je suis ça à vie. Même quand les gens ils me définissent d'une certaine façon, puis c'est souvent comme ça qu'on fait, c'est « t'es comme ça » ou « t'es ça ». Puis on se donne des titres aussi. Ouais, c'est ça, et moi j'ai toujours eu du mal à faire ça, et là je sais que dès qu'on essaye de me mettre dans une boîte, moi j'ai envie d'en sortir, parce que, et tu sais, même dans ces dernières années, par rapport à l'enseignement et tout, ça a été aussi des moments où pour moi j'ai beaucoup appris. Parce que au début, je donnais énormément de satsang, de retraite et tout ça. Et puis, je trouve les gens, ils ont vite fait de te fixer dans un rôle. Tu es une enseignante spirituelle. Puis, tu sais, je voyais bien aussi comment faire un gourou de moi. Et puis, comment les gens faisaient et tout. Et puis, pour moi, ça a toujours été aussi un challenge de ne pas tomber là-dedans. C'est de sentir là où moi, j'avais envie d'aller et là où les gens essayaient de me faire aller. C'est une fine ligne, je trouve, de rester vraiment fidèle à moi-même, de pouvoir revenir à moi, d'aller là où c'était juste pour moi en fait. Donc moi ça m'a énormément appris aussi,
parce que j'ai un passé de beaucoup d'abus dans mon enfance. Donc de mettre mes limites. Moi j'ai appris énormément à dire non, moi, ces dernières années, c'était fou quoi. Mais ne fût-ce que par le nombre d'invitations que j'avais, c'était comme, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que vraiment c'est là que j'ai envie d'être? Est-ce que je sens que l'appel qu'ils ont, est-ce que c'est suffisant pour moi? Enfin vraiment, est-ce que c'est l'endroit où j'ai envie d'aller? Est-ce que c'est la façon dont j'ai envie de le faire? Puis de m'autoriser à changer aussi. J'ai plus envie de parler comme ça. Mais maintenant, j'ai envie d'aller vers ça. Puis ça ne m'intéresse plus. Ah non, aujourd'hui, ça va être ça. Et de pouvoir changer, de suivre un mouvement qui est intérieur. Et plutôt qu'une idée de comment les choses doivent être. J'ai beaucoup de mal, en fait, quand on me dit « Armelle, il faudrait que tu fonctionnes comme ça ». Wow, c'est vraiment difficile. Suis vraiment ton élan intérieur constamment. Tu es beaucoup à l'écoute de ta petite voix. C'est très, très inspirant de t'entendre, vraiment. Tu as écrit Le bonheur, quoi qu'il arrive. Est-ce que, malheureusement, j'ai pas réussi à l'obtenir à temps. Est-ce que ça raconte ton histoire à toi? C'est quoi Non. Donc le bonheur quoi qu'il arrive, ça c'est en fait Robert Emery. Donc à un moment dans mon expérience, je tombe dans un grand silence, puis j'annule 2 mois de tournée parce que je suis incapable de parler et j'arrive plus à décrire ce que je vis en fait. Et je fais une prière, je dis, je sais plus comment en parler. Là il va falloir m'aider. Donc est-ce que tu as une possibilité, un moyen de savoir comment je peux faire pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et là, 24 heures plus tard, Robert m'écrit, il me dit « Armelle, je ne vous connais pas, mais j'ai vu plusieurs vidéos de vous et j'adore, je résonne vraiment avec ce que vous dites. Et cette nuit, j'ai entendu que je devais vous écrire pour vous proposer de faire un livre avec vous. » Puis j'étais comme « Ok !» Et ben voilà, lui il va m'expliquer, il me dit « Donc je vous propose, on pourrait se voir, je vous interviewerai, vous m'expliqueriez ce que vous vivez, les enseignements, comment c'est pour vous. » Et puis sur base de ça, on fera un livre. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. Puis qui a gagné le prix des libraires. Ouais, c'est ça, tout à fait. Incroyable. Ouais, prix des libraires, spiritualité et mieux-être. Ouais. Et puis c'est ça en fait, c'est une rencontre magnifique avec Robert, avec sa femme Julie aussi, mais des personnes incroyables qui sont vraiment des amis chers aujourd'hui. Et puis ce livre, c'est pas mon histoire en fait, c'est vraiment qu'est-ce que je vis en fait, qu'est-ce que j'enseigne, c'est plein de petits principes et plein de choses comment en fait on peut être heureux dans la vie, parce que ce qui était mon expérience, c'était vraiment, mais j'étais heureuse quoi qu'il se passe. Il y a une séparation, c'est comme ça. Il y a une super chouette nouvelle qui se passe dans ma vie, génial. Il y a un truc, ok, c'est comme ça. Et en fait, je sentais qu'il n'y avait jamais rien qui me touchait. Profondément. Oui, au point de me détruire, en fait. Ouais. En fait, tu avais été touchée une fois profondément, puis après, c'est un peu comme de l'eau sur le dos d'un canal. Mais oui, mais c'était pas un détachement et c'était pas non plus de l'indifférence, en fait. Parce que moi, tu vois, dans les enseignements spirituels, on peut souvent entendre, on essaye de pratiquer le détachement et tout ça. Puis moi, j'ai jamais compris ça. Donc moi, je suis incapable d'être détachée d'une certaine façon parce que je suis tellement dans l'émotion, en fait. Puis je suis tellement dans la vie. J'ai l'impression de ne pas avoir de filtre par rapport à tout ce qui se passe, puis de toujours sentir tout. Donc moi, je me sens impliquée à 25 000 % dans tout et pas détachée. Mais c'était comme si la façon dont ça venait de toucher, il n'y avait plus la réaction... Il n'y avait plus la réaction comme avant, en fait. Donc, c'était comme si ce cheminement, cet éveil se continuait, en fait, et transformait cette partie-là de moi. Et je voyais qu'il y avait un espace en moi qui faisait que j'étais plus touchée par ça. Une paix qui était là, quoi qu'il arrive, une joie qui était là, quoi qu'il arrive. Puis ces années-là, vraiment, je me levais le matin, je ne savais pas quoi faire, tellement j'avais d'énergie et de joie. Donc je chantais, je dansais, je criais, je sautais, jusqu'à ce que ça s'arrête, parce qu'il fallait partir dans autre chose. Tu as créé d'ailleurs le mouvement Danse avec la vie. Oui, c'est Danse du mouvement de la vie. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, il y a eu ce livre, il y a eu Robert qui m'a accompagnée durant tout ça, le livre est sorti, et puis... Dans l'année du livre qui sort, il y a d'autres expériences qui arrivent. Ça continue, je continue à approfondir, je comprends mieux par rapport à tout ce qui est sorti. En fait, il y a quelque part, il y a un enseignement qui est sorti de tout ça. Et puis, moi, ça continue de se vivre. Et là, j'ai des souvenirs d'abus qui sortent. Et puis, comment je fais face à ça, moi, je ne savais pas que j'avais vécu ça dans ma vie. Et puis là, il y a des choses qui sortent. Et je dis, ok. Et c'est de voir, pour moi, c'était de voir aussi que, oui, ça continue. Tu sais, il y a un espace où tu peux tout vivre, et puis quand cet espace est là, pour moi, il y a la vie aussi qui dit « Ok, mais il y a d'autres choses à processer maintenant.
puis maintenant tu as l'espace pour le vivre, puis tu T'as vas la pouvoir faire capacité. face, donc je vais te le resservir, puis on va y aller petit à petit. Et puis, ouais, et puis c'est ça, et puis depuis, ça a été beaucoup de processus de ça, en fait, de faire face à toutes ces choses-là, et de voir comment, justement, aujourd'hui, avec tout ça, comment je peux faire face à ça, comment je peux accompagner à cet endroit-là aussi. Donc là, j'ai commencé à faire beaucoup de retraites de femmes aussi, j'ai eu envie de leur donner des espaces pour ça, parce que moi, je me sentais toujours tellement accompagnée, puis quelque part chanceuse aussi de toujours avoir quelqu'un, j'ai envie de dire, toujours avoir un accompagnant, un accompagnement par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, tu fais des ateliers, des conférences, des retraites, tu fais encore du coaching privé. Tu as le temps encore de faire ça? Oui, mais je prends des moments. Il y a des moments où j'ai pas du tout le temps, donc je mets sur mon site de telle à telle date, il n'y aura pas de session individuelle. Et puis il y en a d'autres où je sens que j'ai vraiment la disponibilité et le temps, et j'adore ça en fait, vraiment. Et là, ta nouvelle passion, si je peux dire, ou ton nouvel élan, pour être plus précis, c'est auprès des enfants, pour changer l'éducation des enfants. Et ça s'appelle Les enfants d'aujourd'hui font les parents de demain. Ouais. C'est tellement beau comme titre. Et qu'est-ce que tu veux livrer comme message avec ce livre-là? Qui va sortir incessamment là, ici. Là, il est sorti il y a 10 jours ici. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Voilà. ça y est. Ouais, ça y est. Malheureusement, moi, je n'en ai pas un pour te l'offrir en personne, mais il viendra par la poste. Et en fait, le message que j'ai vraiment envie de faire passer, c'est que c'est pas évident d'être parent et qu'on fait certainement toujours du mieux qu'on peut. Ça, c'est une évidence. Mais je crois fondamentalement qu'on peut amener beaucoup plus de possibilités à nos enfants en leur amenant une sécurité intérieure profonde dès le plus jeune âge. Et que ça passe pour moi par le fait d'apprendre soi-même à être présent à soi. Apprendre à vivre dans le moment présent. Apprendre à se déposer déjà soi-même. Et puis avoir aussi que nos enfants souvent sont les reflets de ce qui se passe en nous. Ouais. Donc plutôt que d'essayer de les changer plutôt que de les amener chez le psychologue, mais qu'on y aille nous. Puis tu sais qu'en tant que parent, qu'on se remette un peu plus en question plutôt que de toujours croire que les jeunes sont le problème, ou même en tant qu'enseignant. Et de se dire, ok, mais comment il vient toucher mes blessures à moi qui n'ont pas été guéries? C'est nos miroirs. C'est ça. Et donc moi j'invite vraiment à ça, de dire, ok, il y a une chose qui n'est pas facile en tant que parent, c'est qu'on ne nous apprend pas. Donc j'ai vraiment eu envie d'accompagner les parents. J'ai vraiment eu envie de leur dire, c'est pas un endroit facile, il n'y a pas d'école pour ça. On ne te dit pas comment être, on ne te dit pas ce que tu vas rencontrer. On se sent perdu la plupart du temps et démuni quand on est face à des enfants qui vivent des difficultés, qui ne sont pas comme les autres, qui ne sont pas comme nous. Qui ne rentrent pas dans le moule. Et alors du coup, on se dit, il faut les médiquer, il faut faire ci, il faut faire là. Mais si c'était le moule qui n'était pas ok, que c'était le moule qu'il fallait changer, pas l'enfant. Puis en tant que parent, c'est pareil, si c'était moi, je devais changer, pas mon enfant. Et donc j'ai vraiment eu envie de leur dire, c'est des perles en fait, ces enfants. Vraiment, moi je crois que ce sont les enfants qui nous élèvent. C'est ce que j'allais dire, c'est vos enseignants. Et puis ils vont vous permettre de devenir davantage vous-même si vous les écoutez. Et donc j'ai envie de leur dire, il y a une autre rencontre possible. Puis cette rencontre, elle va vous donner ce que vous avez toujours voulu dans vos vies. Ça va vous permettre de vous rencontrer vous en les rencontrant eux. Et puis ça va vous donner vraiment la famille à laquelle vous aspiriez. Parce que je crois que quand on devient parent, on a un idéal en fait. On a vraiment envie de créer quelque chose de particulier. On est beaucoup au pays des bisounours quand on devient parent. Puis la réalité parfois nous confronte à nos propres limites aussi. C'est ça. Et si on a l'espace, justement, on se donne l'espace et du temps pour soi, pour aller rencontrer nos limites, ça va nous faire rencontrer nos blessures. Et puis on va voir que le pays des bisounours, c'est dans notre maison, puis c'est possible. Tu sais. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec ma famille. 5 ans après, j'ai envie de dire mon temps aux États-Unis, je rentre et puis je vois que ma famille, celle que j'avais cherchée toute ma vie ailleurs parce que je ne la trouvais pas là, mais quand moi je me suis changée, elle était là. Tout a changé. Oui. Toi, tu parles de présence, d'écoute et d'authenticité. C'est les 3 piliers de ton livre. Puis je pense que ça devrait être aussi les 3 piliers de toute vie. Oui, c'est ça. Parce que dans la présence à soi et à l'autre, tout peut se passer. C'est ça. Armelle, je vois que le temps file et on nous fait signe que c'est terminé, mais j'en aurais pris 3 fois plus. Alors, tu dois revenir. Oui. Alors, ton prochain séjour. C'est fait déjà. Tu reviens. Merci infiniment de ta présence puis de ce partage du cœur. Je pense que ça va inspirer beaucoup de gens. Puis, en tout cas, il y a des perles de sagesse et des cadeaux dans cette entrevue-là que tu as livrée, que tu n'as même pas idée.
Alors, je t'en remercie. J'ai hâte de te revoir déjà. Merci infiniment. beaucoup, Liane. Alors, merci à vous tous d'avoir été là. Elle est extraordinaire. Il y a des rencontres comme ça qui sont écrites dans le ciel. Alors, on se revoit bientôt, chers amis, porteurs d'espoir. Merci. Ciao.